Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue et merci d'être avec nous pour cette première édition de la Pistoche, le nouveau webinaire de la piscine de demain. Donc, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, que vous soyez présents, que vous soyez une collectivité ou un partenaire de la piscine de demain. Vous êtes tous des acteurs engagés du secteur de la piscine et des équipements aquatiques. Alors, on est ravis de vous accueillir ce matin. Alors, pourquoi la Pistoche? D'abord parce qu'on avait envie d'un nom un peu léger, presque un peu familier, à l'image de ce que nous construisons à la piscine humaine depuis près de 20 ans, c'est-à-dire créer des espaces de rencontre et d'échange simples, directs et conviviaux entre acteurs publics et privés du monde de la piscine publique. Alors la Pistoche, c'est surtout également une série de rendez-vous que nous allons proposer tout au long de l'année pour prendre le temps d'explorer ensemble les enjeux, les innovations, les défis et les solutions qui façonnent les piscines publiques de demain. Notre objectif, il est clair, vous transmettre de l'information utile et actionnable, mettre en lumière des retours d'expérience inspirants et vous permettre de poser vos questions, d'échanger et de rester connectés, même à distance. À chaque édition, nous inviterons des intervenants engagés, des collectivités en mouvement et des partenaires innovants. Ensemble, on parlera de gestion d'énergie, on parlera de modèles économiques, de nouveaux usages, de sobriété, d'inclusion, de transition écologique, de sociale et de sociétale, et bien plus encore. Encore un grand merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. On espère que cette pistoche deviendra un rendez-vous intéressant pour vous, pour faire le plein d'idées et pourquoi pas amener un peu de motivation pour faire bouger votre équipement aquatique et faire avancer vos projets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser quelques éléments. Si vous avez des questions pendant la pistoche, vous pouvez poser vos questions à travers un chat qui est à votre disposition. Vous pouvez également prendre la parole à la fin des interventions. Si vous souhaitez donc prendre la parole, poser une question directement ou amener du contenu, il vous suffit d'appuyer sur la petite main qui représente une main levée. Et donc, nous avons donc un modérateur qui vous donnera la parole. Et ensuite, cette visio est enregistrée. Elle sera bien sûr disponible par la suite sur notre site internet, sur la page de la Pistoche. Et donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, la communiquer en interne au sein de vos équipes ou de votre équipement. Voilà. Donc, je propose que nous rentrions dans le vif du sujet. Donc, nous allons démarrer. Alors, d'abord, je vais présenter un petit peu le programme. Donc, nous avons souhaité profiter de la Pistoche pour mettre à l'honneur les lauréats du Trophée des bonnes pratiques 2024. Donc, les bonnes pratiques, c'est les bonnes pratiques des collectivités. Donc c'est Soufiane qui nous présentera cette partie-là. Ensuite, on voudrait vous présenter quelques chiffres clés du secteur. On voudrait faire un petit point également sur le label de la piscine de demain à travers une petite vidéo. Et enfin, on voudrait faire un focus sur un enjeu hyper stratégique pour les piscines publiques, qui est le décret tertiaire. Et nous avons un invité intéressant qui nous partagera son expérience. Voilà. Donc, Soufiane, si tu veux démarrer la pistoche, je te laisse prendre la main pour présenter quelques lauréats en fait, du trophée des bonnes pratiques 2024. Ok, merci Arnaud. Donc bonjour à tous. Alors oui, on va démarrer après les propos liminaires d'Arnaud, cette pistoche avec un petit retour sur les trophées des bonnes pratiques dont les lauréats ont été nominés en 2024 à l'occasion du colloque de Saint-Quentin. Avant de présenter ces lauréats, je voudrais juste dire un mot sur les bonnes pratiques qui sont la possibilité qui est offerte aux collectivités qui ont fait quelque chose dans leur équipement, que ce soit structurel, organisationnel, sur l'événementiel, quoi que ce soit quelque chose de grand ou une petite idée, mais si elle est inspirante, si elle peut être inspirante pour d'autres collectivités, d'autres équipements, eh bien, on a proposé ce hub pour que toutes ces bonnes idées puissent être déposées, partagées, et qu'ensuite les collectivités puissent se mettre en relation entre elles par elles-mêmes. Donc, pour stimuler un petit peu le dépôt de ces fiches bonnes pratiques, on a proposé les trophées des bonnes pratiques ici. On aura également cette année. Donc, je vous donnerai le lien je déposerai le lien sur le chat si vous souhaitez déposer des bonnes idées, les partager. Je vous invite vraiment
à créer cette communauté de partage autour des piscines qui sont bien souvent isolées et puis dans les idées et qui ne pensent pas forcément ou qui n'ont pas forcément un espace pour partager ce qu'elles font de bien. Alors, pour revenir sur ces lauréats des bonnes pratiques de Saint-Quentin en 2024, alors je vous présente juste les 3 lauréats. Donc, on avait en troisième l'Aquatis, situé à Fougères. Et donc là, pour l'Aquatis, il s'agissait de finaliser un plan de relamping qui avait été amorcé en 2019 avec 2 objectifs. Le premier étant de baisser la consommation énergétique et puis le second était de développer l'attractivité du bassin. L'impact qui a été le résultat de ce changement, ça a été une baisse de 40% de la part de l'éclairage et de 1%, ce qui a représenté 1% de la consommation électrique globale, c'est-à-dire 1 gigawatt. Le deuxième impact, ça a été aussi d'augmenter la fréquentation à l'occasion des événements nocturnes, des événements et des nocturnes, de l'ordre de 5 à 20%. Donc, on a eu pour le coup, l'équipement a eu un double bénéfice, à la fois sur les coûts et sur la fréquentation. Pour être précis, puisqu'on essaie d'être très précis dans les fiches bonnes pratiques, il y a eu un investissement à hauteur de 15 000 euros pour les projecteurs avec une journée pour mettre en place le plan de relamping. L'objectif qui était annoncé l'année dernière, et Nicolas va peut-être nous dire un petit mot sur là où ça en est, c'était de déployer ce relamping sur le bassin de plongée et de plongeon. Et puis de continuer à éclairer le maximum de bassins avec ce système de lampes LED. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot sur où ça en est alors à la suite de cette première partie? Alors, donc, le plan de relamping est fait. Donc, les derniers projecteurs ont été installés. Donc, l'avantage, c'est que vu qu'on a 2 techniciens et un responsable technique, c'est qu'on fait beaucoup d'installations nous-mêmes. Donc, on achète le matériel, en fait. On s'est aussi arrangé pour faire des reports, des éclairages au-dessus des plages. Voilà, donc ce qui évite de prendre des nacelles. Et donc, le plan est fait. On a même été jusqu'à… Il nous restait un petit que de budget. Là, on a été jusqu'à acheter 2 lyres supplémentaires pour les animations nocturnes. Donc, comme on avait déjà ce qu'on appelle un DMX, donc c'est un petit automate qui programme les jeux de lumière un petit peu comme dans les boîtes de nuit ou les patinoires, on avait déjà l'outil. Donc, du coup, on a rajouté 2 lyres d'occasion qu'on a récupéré chez un prestataire privé. Et derrière, maintenant, on a mis en place un projet d'animation quasiment toutes les 4 à 6 semaines. On propose des animations thématiques, alors évidemment en période nocturne et hivernale. Et donc, du coup, on a vu notre popularité et notre fréquentation croître, et à tel point que maintenant, même les cours d'aquagym le soir, au départ, les maîtres nageurs s'amusaient un petit peu avec les programmes, et maintenant, quasiment tous les cours d'aquagym le soir sont éclairés avec des ambiances lumineuses, avec des thématiques. Voilà, donc on est vraiment très fiers d'avoir mis ça en place. Ouais, donc tu nous décris un troisième point positif, un impact, c'est auprès de tes équipes qui peut-être prennent un plaisir différent à animer. Voilà, donc par exemple, pendant les vacances scolaires, on propose les mardis c'est permis, et donc le soir, habituellement, on faisait un cours d'aquagym le soir, voilà, qui était juste un cours d'aquagym supplémentaire, parce qu'on arrête les activités pendant les vacances. Et donc, petit à petit, les maîtres nageurs se sont motivés, l'éclairage a joué, ils ont commencé à faire des playlists en commun, à se déguiser. Et donc, avant, on avait un maître nageur qui animait le cours, on avait 25 personnes. Après, on est passé à 2 maîtres nageurs. Et puis maintenant, on va passer à 3 maîtres nageurs et on va ouvrir à 60 personnes. Donc, ça va être vraiment carrément la grosse animation sur des grosses thématiques avec boule à facettes, disco, enfin voilà. Donc, en plus, ça crée une grosse synergie au sein de l'équipe et ça redynamise le côté un peu, des fois, qui peut être un peu fatigant sur l'aquagym, ça recrée une nouvelle dynamique. Super, merci Nicolas. Alors, je vous présente le deuxième prix maintenant, qui se situe à la piscine de la Fontaine-Douche à Dijon. Et là, c'était à l'occasion d'une rénovation énergétique de l'établissement. L'idée a été de positionner un bac tampon qui serait dédié au remplissage des véhicules de la collectivité, les balayeuses, les laveuses. Voilà, donc comme le projet, l'implantation de ce bac tampon était prévu dans le chiffrage, dans le projet global de rénovation, ça n'a pas eu d'impact budgétaire en tant que tel, donc on ne peut pas quantifier exactement le coût de cette opération. Et donc, les premiers résultats étaient que ce bac tampon pour l'année 2023-24 était encore sous-utilisé
par les services, qu'il y avait une communication à développer pour mettre en place ce relais, cette réutilisation de l'eau par la métropole. Et il y avait un projet d'un second établissement aquatique dans lequel le dispositif serait mis en place. Je ne sais pas si on a des participants de Dijon parmi nous qui peuvent appuyer sur la main pour prendre la parole. Ce serait intéressant de savoir où en est ce projet de bac tampon. Et encore une fois, j'en profite pour vous dire que ces fiches de bonne pratique peuvent être l'occasion pour vous de prendre contact directement avec les directeurs d'établissement, les responsables, ou bien en passant par nous, pour pouvoir vous renseigner plus précisément entre pairs sur ces bonnes idées. Alors, juste pour rebondir, Soufiane, sur cette bonne pratique, j'ai eu l'occasion de visiter quand même pas mal de piscines et il est vrai qu'il y en a un certain nombre qui ont pensé à réutiliser les eaux de lavage pour le lavage de la voirie. Donc, en fait, ils viennent remplir des camions-citernes qui permettent d'utiliser l'eau de lavage dans des karchers qui permettent de laver les routes, de laver les rues, etc. Donc, c'est un petit peu le même principe que cette bonne pratique de Dijon, sauf que là, ils ont mis en place un bac tampon dédié. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne pratique qui est de plus en plus courante. Et ceux qui ne le font pas encore, qui sont parmi nous ce matin, c'est peut-être une question à se poser. Merci Arnaud. On termine cette petite revue rapide des bonnes pratiques 2024 avec le vainqueur, avec la piscine de la Calinésie qui se situe à Libourne. Alors là, on a vu l'animation avec Nicolas, on a vu la réutilisation de l'eau pour la piscine à Dijon. On voit maintenant une station de potabilisation pour utiliser l'eau du lac, en l'occurrence le lac des Daguets, classé Natura 2000. Et donc là, l'idée, ça a été de créer une station de potabilisation qui a permis de pomper en 2022 et 2023 50 000 mètres cubes sur les 75 000 mètres cubes utilisés d'eau, ce qui représente sur 4 ans 140 000 mètres cubes d'eau économisée, soit 900 000 euros. L'objectif de la Calinésie étant de viser une autonomie hydrique complète, comprenant à la fois les douches et sanitaires. Alors, on a eu un coût d'investissement de 1,8 million pour l'ensemble de cet équipement, station de potabilisation, le bassin de surverse et le système de filtration en céramique cuivre. Donc là, on a vraiment une approche innovante qui a permis de réduire vraiment drastiquement la consommation d'eau avec une fréquentation, en l'occurrence pour ce site, de 264 000 entrées annuelles. Et donc une réponse vraiment originale pour l'utilisation de l'eau. Voilà pour cette petite revue. Je vous mettrai le lien des bonnes pratiques dans la suite, dans le chat du webinaire. Voilà, je passe la main pour la suite. Merci. Du coup, on va enchaîner en donnant la parole à Anthony qui va nous présenter quelques chiffres clés du marché et qui va également nous faire une petite introduction ou un petit rappel sur la démarche de labellisation. Donc Anthony, c'est à toi. Merci beaucoup Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, avant de vous présenter les chiffres clés, je voulais juste faire un petit rappel sur le contexte de ces chiffres clés, la volonté qu'a la piscine de demain d'essayer d'apporter au secteur de la piscine publique des données statistiques concrètes permettant à la fois aux collectivités mais aussi aux entreprises de se repérer dans un marché effectivement où les données clés, les chiffres clés, la valeur du marché n'a jamais été trop appréhendée. Donc on a construit un système qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, vous le connaissez, ce sont les événements. On est en train d'en vivre un ensemble en ce moment, la Pistoche, qui est l'événement numérique, les colloques nationaux et les journées thermiques, qui sont des événements en présentiel où on met en relation les collectivités territoriales et les entreprises. De l'autre côté de la maison PDD, il y a les récompenses, dont le label fait partie. Soufiane vous a présenté les bonnes pratiques. Il y a aussi les trophées de l'innovation qui sont destinés aux entreprises. Et au milieu, à l'interstice des événements et des récompenses, il y a ce qu'on appelle l'observatoire. L'observatoire qui nous permet de pouvoir, grâce aux événements et grâce aux récompenses, de récupérer de la donnée, de la traiter et puis de vous la retransmettre. Alors, on a fait l'annonce lors du colloque de Saint-Quentin en décembre 2024 qu'on était en train de le créer, c'est le cas. Je vais vous donner l'évolution des chiffres que j'avais déjà donnés à Saint-Quentin. Et puis, l'idée, c'est que dans le courant de l'année 2025, on continue à apporter un peu plus de profondeur, un peu plus de données
sur l'exploitation, sur l'investissement, sur l'exploitation à proprement parler, des indicateurs économiques sur les prix, sur les plannings, sur la notion de performance énergétique. Donc, on va continuer à creuser, à chercher des données, à les répertorier, à les structurer pour pouvoir vous les retransmettre au fil des années et des événements qui sont les nôtres. Alors là, pour aujourd'hui, on va se contenter de quelques chiffres. Voilà, je vais commencer par dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, et c'est une bonne nouvelle, il y a 517 projets en cours de réhabilitation ou de construction de piscines. Ce ne sont pas des projets qui sont en réflexion, hein, ce sont des projets qui ont démarré. Donc, un projet, une collectivité qui a, par exemple, souscrit un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec une collectivité territoriale est répertoriée, une collectivité territoriale qui est en train de réceptionner son chantier est répertoriée. Sur ce marché, il y en avait un peu moins. Lorsqu'on avait présenté les chiffres au colloque de Saint-Quentin, il y en avait une quinzaine de moins. Donc, c'est un marché qui ne faiblit pas au cours du semestre qui vient de se dérouler. Les nouvelles sont plutôt positives. Et j'avais dit à l'occasion du colloque de Saint-Quentin que la tendance allait plutôt en faveur de la rénovation, puisque en décembre 2024, on avait 52% de projets neufs et 48% de rénovation. Et on avait pris le pari que la rénovation allait progressivement prendre le pas sur les équipements neufs. Et c'est le cas. Aujourd'hui, on est à équidistance. 50% de rénovation, 50% de projets neufs, dont le coût moyen d'investissement a aussi un peu augmenté. Alors, les chiffres que je vous annonce sont un peu inversement proportionnels à la structure et à l'économie actuelle, mais sur le marché des piscines, c'est un marché qui subit mieux les crises que les autres. On est à 2 456 789 € moyens par investissement. Alors, il y a des projets qui sont beaucoup plus chers, évidemment, en termes d'investissement, mais d'autres qui le sont beaucoup moins quand on fait juste un investissement sur, par exemple, l'ajout d'un déchloraminateur dans un équipement aquatique. Mais malgré tout, le coût moyen, il est plutôt en croissance. Tout comme le nombre de mètres carrés de plans d'eau traités par projet, qui était, lorsqu'on s'était vu, de 330, aujourd'hui, il est à 346. C'est un élément qui est plutôt intéressant et qui confirme que le marché de la piscine publique en France n'est pas en crise. Ce qui est un peu moins intéressant, le fait qu'il fallait bien qu'il y ait une mauvaise nouvelle, c'est que le coût moyen d'investissement par mètre carré de plan d'eau, lui, augmente. Ce chiffre, je ne l'avais pas donné au colloque de Saint-Quentin parce que je ne l'avais pas et qu'il fallait continuer un petit peu à traiter les données. Donc aujourd'hui, je sais qu'en France, le coût moyen d'investissement par mètre carré de plan d'eau tourne autour de 16 500 € et c'est beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans. Ce prix-là, il y a 10 ans, était autour de 10 000. Donc, c'est un prix qui augmente. Il augmente du fait de la conjoncture économique, de l'évolution des matériaux. Voilà, c'est le contexte économique mondial n'est pas super stable. Et donc, là, on a une conséquence directe sur le marché de la piscine publique. Et puis, les deux derniers chiffres auxquels moi, je tiens énormément, parce qu'en fait, c'est ce qui explique pour partie le caractère structurellement déficitaire de la piscine publique, c'est le combat qu'on essaie de mener à la piscine de demain, essayer de faire en sorte que cet écart entre le prix de marché moyen, c'est-à-dire qu'on accepte tous de payer en France, qui est lié à l'histoire de la piscine, qui est de 4,62 €, qui était bien au moins important il y a une quinzaine d'années, donc il augmente. Il est encore largement inférieur au prix économique moyen, celui qui permettrait d'équilibrer les recettes et les charges, et qui lui est entre 12 et 16 €. Je mets entre 12 et 16 parce que je ne suis pas encore suffisamment bien clair au niveau des stats pour afficher un chiffre clair, mais ce sera le cas dans quelques mois. Donc, on a cet écart entre 14 et 4,62 €, c'est ce qui explique le caractère structurellement déficitaire de l'équipement. Et c'est tout le travail qu'il faut qu'on fasse ensemble pour amener progressivement cette évolution du prix de marché moyen à augmenter, à se rapprocher le plus possible de ce prix économique. Ce qui est le cas de la culture, ce qui est le cas d'autres secteurs économiques déconnectés du sport. En France, le sport, il est évidemment social et il faut qu'il le reste, mais on ne peut pas non plus renoncer au fait que les collectivités, elles ne peuvent pas, ad vitam aeternam, compenser cet écart qui est de 10 balles. Et ces 10 €, ils sont financés soit par de l'impôt, soit par des subventions, mais on sait aussi que les collectivités voient leur dotation baisser, et que donc elles ont de plus en plus de mal à équilibrer ces chiffres, ce qui confirme donc que les modèles doivent changer, et ça va être l'objet de toutes les réflexions qu'on va mener dans l'avenir à la piscine de demain au travers de nouveaux événements. C'est comment on fait pour arriver à réduire cette différence entre le prix économique et le prix de marché, et la manière dont on peut y arriver, c'est à travers de nouveaux modèles,
à travers une règle de droit différente. Donc, on va devoir travailler au niveau juridique et au niveau conceptuel pour que les collectivités puissent amortir plus facilement le coût des équipements sportifs et aquatiques, notamment dans l'avenir. Alors, j'en ai fini avec ces chiffres clés du marché. Je vais garder la parole pour annoncer un petit peu, donner quelques actualités sur le label de la piscine de demain. Donc aujourd'hui, on a 15 collectivités qui sont en cours de labellisation. C'est une bonne nouvelle. On en a 3 qui ont été labellisées au cours de notre dernier colloque. On a des demandes toutes les semaines. On a encore fait 2 visios hier avec Oriane pour 2 collectivités qui étaient intéressées par le processus de labellisation. Donc merci à toutes les collectivités qui s'engagent. Elles se sont engagées dans le processus sans trop savoir à quoi s'attendre. C'est un processus qui se veut noble, qui se veut vertueux, qui n'est pas censé mettre en difficulté les collectivités. On est vraiment dans une logique de construction de la valeur de progrès, de la valeur identitaire de l'équipement aquatique. Vous avez sur vos territoires des équipements qui ont une valeur, qui ont besoin d'être valorisés, qui ont besoin d'être protégés pour être transmis. Et le processus de labellisation, c'est exactement ça. On ne vous met pas en difficulté. Quel que soit l'âge de votre piscine, son état, vous pouvez être labellisé. L'objectif, c'est pas de se dire « je ne serai pas assez bon parce que ma piscine est en mauvais état ». C'est juste de se dire « j'ai un équipement aquatique sur mon territoire, je veux arrêter de le subir, je veux progresser avec lui et donc lui donner des chances d'être à 100% de ce qu'il peut donner ». Et c'est ça qui va véritablement être récompensé dans la valeur du label. Ce n'est pas parce que votre piscine est vieille qu'elle n'aura pas 5 étoiles et ce n'est pas parce qu'elle est très récente qu'elle aura 5 étoiles. Ce qui va compter, c'est la dynamique de projet que vous allez mettre à l'intérieur de votre processus. Et l'idée, c'est que vous vous serviez du label comme outil de motivation, comme outil de connaissance globale, comme outil technique, comme outil de valorisation et d'attractivité, comme outil de communication. C'est l'expérience qui commence à être celle des collectivités qui sont en cours de processus. Et pour ce faire, on a eu l'idée d'essayer de vous montrer un exemple très concret de ce que cela pouvait donner. Donc, on est allé avec Soufiane rencontrer la mairie de Bros-Saint-Louis du Rhône, Bros-Saint-Louis, pas du Rhône, Bros-Saint-Louis tout court, qui vient de terminer son processus de labellisation et qui va ouvrir sa nouvelle piscine rénovée tout début juillet. Donc, on a rencontré Étienne Billière, qui est le directeur général des services, et on a visité la piscine avec lui en lui posant des questions et en lui demandant d'expliquer pourquoi ils se sont engagés dans ce processus de labellisation. Et c'était aussi l'occasion pour lui de pouvoir vous présenter sa piscine, le projet et la manière dont ils ont conçu les espaces. C'est Arnaud qui va la lancer. Donc, découvrons ensemble cette nouvelle piscine labellisée et ce projet très intéressant qui a été développé par la ville de Bros-Saint-Louis. C'est parti. Étienne, donc encore une fois, merci beaucoup de nous accueillir au sein de ce centre aquatique, parce que je pense qu'on peut abandonner le terme de piscine tournesol. Enfin, c'est toujours une piscine tournesol, mais l'équipement s'est transformé en centre aquatique, parce que vous avez rajouté des mètres carrés de plan d'eau, vous avez rajouté beaucoup de prestations. Effectivement, si on reparle un petit peu du concept, historiquement, la piscine tournesol, elle était constituée d'un bassin de donc 25 mètres par 10 mètres et 4 lignes de nage. Vous avez conservé ce bassin, il existe toujours, et vous avez ajouté d'autres prestations. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors, on a conservé le bassin de 25 mètres, on a gardé toute la coque, on a mis dedans un bassin inox, on a rajouté un bassin ludique de 150 mètres carrés avec des buses massantes et plutôt un espace à faible profondeur et en pente douce pour les activités d'aquafitness, bébé nageur et aquaphobie. On a rajouté une petite pataugeoire d'une vingtaine de mètres carrés et un bassin nordique de 250 mètres carrés, pareil, 4 lignes de nage sur 10 mètres de large et des jeux extérieurs splash pad. Je crois savoir que vous avez aussi ajouté un espace de remise en forme. Oui, un bien-être. Donc on a un spa, un sauna et un hammam. Okay. Accueille 19 personnes maximum. À l'origine, tout se passait dans la coupole. L'espace accueil était situé dans la coupole, les vestiaires étaient situés dans la coupole, donc cette coupole qui fait presque 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est la halle bassin et toutes les prestations qui sont dédiées à l'accueil, aux vestiaires et aux locaux techniques ont été construits à l'extérieur de la coupole. C'est ça, dans un bâtiment de 2000 mètres carrés environ. En tout, maintenant, on a 3125 mètres carrés exactement de surface pour la piscine.
Là, le bassin, la coupole, c'est 1000 m², mais vous allez voir qu'elle est encore plus agrandie parce qu'on est encore dans la halle bassin à l'extérieur de la coupole. Et comme on a conservé cette armature métallique, on voit bien encore l'ancienne entrée, enfin les fondations, on voit tout. On rentre à l'intérieur? On rentre. On se situe exactement à la limite de l'ancienne coupole. Exactement, là sur la limite, et on voit encore avec la poutre centrale l'ancienne entrée. Cette coupole, elle a été maintenue en l'état. Vous l'avez totalement nettoyée et ensuite vous l'avez traitée. Alors qu'est-ce que vous avez fait comme traitement sur cette charpente? Alors très peu, parce que justement on a fait un diagnostic avant. Elle fait partie de la deuxième génération des piscines tournesol, c'est-à-dire que c'était une structure métallique électrozinguée. Et en fait elle a hyper bien vieilli. On l'a juste fait un petit sablage pour la décaper et on a rajouté une couche de peinture blanche par-dessus, époxy, traitement spécifique pour les zones humides. Voilà, pour que ça aille aussi dans notre décor blanc, parce que là maintenant on est tout en blanc du sol au plafond, quoi. Allez, on se dirige tranquillement vers le bassin sportif, donc de 250 m², 4 lignes d'eau, qui lui est historique, qui a été construit à l'origine à l'intérieur de cette piscine tournesol, alors qui a été entièrement rénovée, qui garde sa fonction d'origine et son aspect d'origine. Oui, ça reste un bassin de 250 m² sportif qui sera en capacité d'accueillir de la natation loisir, de la natation sportive, mais évidemment aussi des scolaires. Surtout des scolaires, quoi. C'est notre public numéro 1, en tout cas c'est le souhait. On est à l'intérieur de la coupole, on voit qu'il y a énormément de lumière, c'est hyper agréable. Et puis vous avez fait un investissement supplémentaire en réalisant le même bassin mais dehors, et qui lui sera ouvert toute l'année. Toute l'année, alors ça c'est notre souhait. Après c'est sur le long terme, c'est les chiffres qui vont dire quelle sera la plage d'ouverture. On a terminé, Étienne, la visite de tout l'aspect aérien, de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette piscine et de toutes les prestations qui seront offertes au public. Mais tout ça, ça ne marche pas sans un gros moteur. Et ce que je te propose, c'est de descendre dans les locaux techniques. Allez, c'est parti. Étienne, nous voici dans les locaux techniques. Alors on va visiter plusieurs espaces. Là on est dans le local CTA, donc là où sont installées les centrales de traitement de l'air. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on voit que ce sont des énormes équipements qui permettent à l'air qui se situe dans la halle bassin d'être toujours à la même température, d'être toujours avec le même taux d'hygrométrie, de faire en sorte que l'expérience... Ça chauffe, ça... On a la plus grosse ici, donc pour toute la halle bassin. On en a une plus petite pour toute la partie bureau. Et puis comme tu l'as dit, on a cloisonné chaque espace différent. Un espace traitement d'air, un espace chauffage, un espace filtration et après au sous-sol, tout l'espace pompage et bac tampon. Alors on est dans le local géothermie, et c'est de là que provient toute l'énergie ou une grosse partie de l'énergie de la piscine. La géothermie nous fournit 60% de notre besoin de chaleur pour les bassins. Et le complément, c'est apporté par une pompe à chaleur RO qui est située sur la partie extérieure. Bon, c'est intégré dans le bâtiment. Et on a une troisième petite pompe à chaleur OO qui est en relève de température, c'est-à-dire qu'elle fournit le besoin de chaleur pour les eaux sanitaires. Et le complément d'énergie, du coup, c'est de l'énergie solaire ? Alors le complément, on a triplé la surface initiale. On avait une installation de 36 kg en toiture, on est passé à 105. On a essayé d'optimiser la surface de la toiture, justement, mais on pouvait pas en mettre partout non plus, parce qu'on peut pas en installer au-dessus des zones à grosse hygrométrie, donc on peut pas les installer au-dessus des bassins, par exemple, quoi. Et ça va nous fournir à peu près 15 à 20% du besoin électrique des pompes à chaleur. Alors on était il y a quelques secondes dans le local chauffage, on est maintenant dans le local filtration. On voit que cet espace il est hyper propre, très spacieux. C'est là que toutes les eaux du bassin passent pour être nettoyées et réinjectées dans le système de traitement de l'eau. Quelle technologie vous avez choisi pour les filtrations ? C'est de la bille de verre. On a un filtre par bassin. Si on a un accident dans un bassin, on ne ferme qu'un bassin, on ne ferme pas toute la piscine. Et chacun donc est autonome avec son filtre, son déchloraminateur et son système de récupération de chaleur. Dernier espace technique de la piscine, alors qui est très important puisque on a les pompes de filtration et puis juste derrière les pompes de filtration, je pense que ces gécelles jaunes nous mènent directement au bac tampon et que vous avez un bac tampon par bassin. C'est ça. Donc comme pour le système de filtration, on récupère en stock les eaux de chaque bassin, donc les eaux de débordement, dans un bac tampon séparé à chaque fois pour éviter justement les accidents.
avec leur système de pompage et tout ça relié au système onsen pour la récupération de chaleur. On est sous les bassins, dans la galerie technique. La totalité de tous les bassins sont accessibles en périphérie par l'intermédiaire de cette galerie technique. On peut voir là, et c'est super sympa, l'ancienne fondation des piscines tournesol du bassin de 25 mètres qui a été construit dans les années 80. Et tu étais en train de me dire qu'au préalable, juste avant, pour accéder à cet espace, avant que les travaux ne soient réalisés, les techniciens étaient à quatre pattes ici, voire même devaient ramper pour accéder aux différentes installations. Là, tu vois exactement la galerie d'avant, du sol au plafond, quoi. Et plus on avance là-bas, plus on voit que ça se resserre. Donc ici, il fallait soit être tout petit, soit rentrer déjà à quatre pattes, mais là-bas, on finit vraiment à plat ventre. Bon, Étienne, je voulais vraiment te remercier pour la qualité de ton accueil. C'était vraiment super chouette de faire la visite de ce magnifique projet qui va bientôt être offert à la population. Merci beaucoup pour la qualité de tes explications, pour la disponibilité, pour l'engagement que ta collectivité et toi en particulier avez mis pour ce processus de labellisation. J'espère qu'on se reverra dans 2 ans pour poursuivre l'aventure. Et puis, je voudrais terminer cette session de visite en donnant la parole à Emilienne. Emilienne qui est en STAPS actuellement, qui va occuper le poste de directrice adjointe du centre aquatique lorsqu'il sera ouvert. Est-ce que tu pourrais nous dire en 2 mots ce qui t'a motivé à prendre ces responsabilités et à travailler au sein de cette structure? Mais tout d'abord, j'ai connu l'ancienne piscine depuis mon enfance. J'ai appris à nager ici. Donc forcément, j'ai été très attachée. Et là, avoir l'occasion de découvrir ce projet et de travailler dessus, de participer au montage, la création, enfin la mise en place de l'organisation, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et qui m'a donné envie en fait, de participer, de rester ici. Et est-ce que tu veux dire un dernier mot, Étienne? Non, merci à toi, merci au label Piscine de Demain. Nous, on est très fiers de notre projet, on est très fiers de le faire partager, on est très fiers d'avoir obtenu ce label parce que c'est une reconnaissance de notre travail, de tous les choix qu'on a fait, parce qu'on est convaincu que c'est la piscine de demain, dans le sens où voilà, on fait de l'économie d'énergie, on fait du développement durable, on est soucieux du bien-être des travailleurs. Donc merci, c'est la piscine de demain. Merci à vous, et puis on se revoit très vite pour un nouvel épisode dans une nouvelle piscine labellisée, quelque part en France. À bientôt. Voilà. Écoute, Anthony, est-ce que tu veux rebondir sur cette petite vidéo? Oui, je voulais juste remercier véritablement Étienne Billiard pour sa disponibilité, dire aussi un grand merci à Soufiane parce que c'était lui qui était derrière la caméra. C'était notre première session, donc on a fait vraiment au feeling, en essayant de vous apporter le maximum d'informations supplémentaires. Il y aura d'autres sessions où on ira à la rencontre de différentes collectivités. L'idée, c'est de vous montrer évidemment les piscines qui sont labellisées, mais c'est aussi de vous montrer quelles sont les collectivités qui œuvrent pour la protection de leur patrimoine. Et là, on s'était dit qu'à travers cette piscine tournesol super historique, on avait un exemple qui était vraiment caractéristique de l'état d'esprit dans lequel on se place dans le processus de labellisation, c'est-à-dire on est les héritiers d'un patrimoine. Souvent, on peut en être les héritiers un peu et en souffrir. L'idée, c'est que quand on est dans une logique de projet, on n'a pas besoin de mettre des millions d'euros. Là, en l'occurrence, c'était une très grosse opération, mais on peut aussi, moyennant juste de la motivation et de l'énergie, arriver à protéger son patrimoine. Et la piscine de mer, à travers son label, sert à ça. Donc, en route pour de nouvelles aventures, et on ira sur d'autres territoires, visiter d'autres piscines dans l'avenir avec l'équipe de la piscine de demain. Alors, si certains participants de cette pistoche peuvent être candidats pour nous accueillir afin de réaliser une vidéo de ce type, visiter un équipement intéressant qui a été récemment réhabilité, un bâtiment neuf, ou tout simplement un équipement qui a des caractéristiques intéressantes à partager, mais qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous et on se déplacera avec grand plaisir avec l'équipe de caméramans et l'animateur vedette de Anthony Martinez. Voilà. Donc, on va passer au sujet un petit peu important sur lequel nous avons souhaité mettre l'accent pour cette première édition de la Pistoche. C'est donc un sujet qui, pour nous, est incontournable et également assez complexe, qui est le décret tertiaire. Donc, ce décret, vous le savez, impose aux bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m² de surface au sol, bien entendu, les piscines publiques sont concernées, de réduire fortement les consommations d'énergie dans les années à venir. On le sait, pour des équipements aquatiques, souvent très énergivores, c'est un véritable défi de répondre aux exigences du décret tertiaire.
Mais le décret tertiaire est aussi une opportunité, celle de repenser nos usages, nos équipements et également nos priorités. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Foll, directeur du centre aquatique de Fougères, en Bretagne. Il va nous partager son retour d'expérience concret, les actions mises en place sur son territoire et son équipement, et ses enseignements face à la mise en œuvre de cette réglementation. Nicolas, c'est à toi. Bonjour à tous, donc Nicolas Foll, directeur du service sport loisirs Fougères agglomération. Je vais vous partager la présentation et nous allons démarrer. Voilà, donc le fameux décret tertiaire et les centres aquatiques. Donc vous voyez sur notre petite présentation qu'on a été le premier centre aquatique à avoir obtenu les 4 étoiles et nous sommes très fiers cette année d'avoir obtenu la 5e étoile. Et conformément à ce que disaient Arnaud et Anthony, l'Aquatis a 15 ans déjà. Et du coup, on a réussi par le travail, les objectifs, à mettre en place des solutions opérationnelles qui nous ont permis justement de rentrer quasiment dans les critères que je vais vous détailler maintenant. Alors, donc l'objectif du décret tertiaire, je reprends les grandes généralités, en premier lieu, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes en période de forte chaleur, donc l'aspect environnemental prend en compte. Les 1,5 degré deviennent compliqués à maintenir. Et donc, il faut absolument convertir nos centres aquatiques qui étaient des gros émetteurs de CO2 à d'autres solutions pour garder ces fameux centres aquatiques ouverts. Donc, il s'adresse, aux propriétaires qui possèdent le patrimoine, comme dans le label. Voilà, donc tous les bâtiments dont la surface est supérieure à plus de 1000 m² doivent s'engager dans cette démarche, là qui n'est pas volontaire comme le label, mais obligatoire. Et donc, vous êtes tenu de fixer des objectifs et d'avoir une route, en fait, dans le futur. Donc, voilà, les objectifs à respecter, donc diminuer les consommations, donc on s'inscrit dans un cadre législatif, vous avez l'article. Donc en gros, il y a 2 objectifs, 2 possibilités, 2 choix qui s'opèrent aux propriétaires. Vous savez que vous êtes dans l'obligation de déclarer sur la plateforme Opérate vos surfaces d'exploitation et aussi vos consommations énergétiques. Donc vous prenez votre facture d'énergie en kilowatts par an, et vous rentrez les données dans la plateforme Opéra, et donc il y a un petit algorithme, un logiciel qui calcule votre empreinte carbone, et surtout la consommation du kilowatt par mètre carré bâti, ce qui diffère un petit peu de ce que nous, on a l'habitude d'utiliser, c'est les consommations par mètre carré de bassin. Voilà, donc là, c'est une petite information séparée. Et donc, on a le choix soit de prendre deux référentiels, voilà. Alors, je le poursuis. J'ai perdu ma... Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Voilà, ça y est, je reviens. Donc, les objectifs, on connaissait déjà la norme HQE sur les bâtiments. Donc, la norme HQE, elle a été un long débat sur est-ce qu'on les intègre ou pas sur les piscines. Donc, il y a quelques bureaux d'études qui ont travaillé sur le sujet. On avait aussi les équipements performants installés. Donc, on a pu bénéficier par le passé des fameux CD2E, donc des aides à l'installation d'équipements performants. On doit mettre en place aussi le fameux décret BAX, donc qui va imposer aux exploitants de mettre en place un relevé des consommations par secteur et par activité, et pas uniquement le relevé global général, et aussi derrière de mettre en place des solutions qui permettent de diminuer ces consommations. Voilà. Donc, alors, la plupart du temps, ça se passe par l'intermédiaire de GTC et GTB, donc gestion centralisée des bâtiments, voilà, qu'on peut mettre en place pour justement baisser cet objectif de consommation d'énergie et donc forcément d'émissions de gaz à effet de serre derrière. Et ce qu'on peut faire énormément aussi, c'est faire évoluer les pratiques donc des occupants, c'est-à-dire les pratiques des usagers, mais aussi des gestionnaires. Par exemple, la gamification, c'est-à-dire mettre en place des petits challenges pour faire des économies d'eau, des économies d'énergie, penser à ce genre de choses. Voilà. Les enjeux, évidemment, ils sont financiers. Réhabiliter, comme le disait Anthony, un équipement peut nécessiter de mobiliser des moyens financiers importants, mais il y a aussi des solutions opérationnelles qui sont assez faiblement impactantes en termes financiers, mais qui ont des forts impacts en termes d'émissions de CO2.
moi j'applique tout le temps la loi de Pareto, c'est-à-dire 20% des efforts produisent 80% des effets. Donc vous vous focalisez sur ce qui consomme le plus au départ. En fonction des moyens que vous pouvez allouer, vous priorisez les actions et derrière, vous allez pouvoir avoir des résultats qui sont impressionnants, je vais vous le démontrer. Donc des enjeux techniques, évidemment. Donc si vous avez la maintenance technique interne ou si vous l'externalisez, c'est à mettre en place soit en interne, soit avec votre prestataire, des objectifs chiffrés. D'abord, à partir d'un bon diagnostic, il faut bien connaître son équipement. Après, connaître des référentiels donc de consommation, des référentiels du monde de la piscine. C'est quoi la norme, c'est où je me positionne par rapport à cette norme, et après fixer une route et voilà. Et en termes d'enjeux, évidemment, il faut évaluer l'impact, donc c'est-à-dire qu'on met en place des solutions, et donc derrière, il faut suivre ces évolutions. Alors, à court terme, les objectifs, c'est garantir la conformité immédiate des centres aquatiques, où nous avons des normes sur le traitement d'eau, par exemple, le fameux 30 litres jour baigneur, et quand on interroge les collectivités, on se situe très souvent sur des normes très au-delà, entre 60 et 80 litres jour baigneur. Et donc, par rapport à ce que nous impose la loi, on a des marges de manœuvre à prendre. Les objectifs à moyen long terme, donc c'est de mettre en place des solutions, des opérations, des changements d'habitude. Donc là, du coup, c'est les freins au changement, donc c'est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. Et sur le long terme, c'est par exemple de définir un plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement. Et donc, du coup, on part sur 5, 10 ou 15 ans. Les indicateurs, donc comme je vous le disais, le cadre réglementaire, donc le décret tertiaire, c'est d'ici 2030, vous devez baisser de 40% votre consommation de référence. Donc, je vais en parler par la suite. C'est quoi la consommation de référence? D'ici 2040, on doit être à moins 50 et d'ici 2050, c'est moins 60%. Non, mais enfin, pour ceux qui s'intéressent au sujet, c'est très important, voire problématique. Donc, évidemment, ça va dépendre de l'activité que vous exercez dans votre bâtiment. Ça va dépendre de la structure même de votre bâtiment et comment vous pouvez agir dans l'existant ou dans le projet pour obtenir ces objectifs. Une donnée importante, quand on parle de consommation d'énergie, donc vous avez le chauffage de l'eau, évidemment, voilà, donc c'est des consommations qui sont stables, on ne s'amuse pas à varier les températures de bassin, mais il y a l'impact météorologique et climatique qui joue important. Là, je vous ai mis deux petits tableaux dans ce qu'on appelle le DGU. C'est quoi le DGU? C'est un terme qui est utilisé par les chauffagistes. Donc, c'est-à-dire qu'on définit une norme, donc on dit que voilà, on part sur 18 degrés toute l'année, et donc on fait un relevé de température. Alors, c'est localisé, évidemment, il y a des stations météo qui le font, et on calcule par département et par zone. Et donc, on dit tous les degrés supérieurs à 18, on les additionne, et tous les degrés inférieurs à 18, on les retranche. Et donc là, vous avez une petite courbe, voilà, qui démontre sur une année l'évolution des DGU. Et puis, moi, je vous ai mis en dessous, sur la part, ma consommation énergétique donc sur l'aquatisme. Nous, on fait déjà des relevés depuis 2011. Et donc, on voit, j'ai établi un petit ratio qui est intéressant, c'est comment comparer 2 années de chauffage avec des conditions climatiques différentes. Donc, je vais faire un ratio tout simple. C'est la consommation de chaleur en kilowatts divisée par le DGU. Et donc là, par exemple, on affiche 1,60. Et donc, 2024 a été l'année la plus froide depuis 10 ans en Bretagne, à l'Est. Et c'est malgré tout une des années où j'ai consommé le moins d'énergie. Donc, ça veut dire que toutes les actions qu'on a mises en œuvre se voient bien sur la consommation finale. Voilà. Donc, c'est des petits éléments à prendre en compte. Alors, sur les éléments de référence, il existe 2 choses. Soit vous prenez dans la déclaration Opéra votre plus mauvaise année. Donc, c'est-à-dire que vous prenez votre plus grosse consommation énergétique, donc vous cumulez l'électricité, le gaz et tous les autres moyens de chauffage. Pour notre part, nous, on a de la biomasse, donc on intègre la consommation de bois en tonnes. Et derrière, vous dites, ben voilà, en prenant en compte le fameux DGU, ce petit coefficient, je dis par exemple que 2013, c'était l'année où j'ai consommé le plus d'énergie. Je regarde le DGU, je compare avec celle de 2014. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Et donc, à partir de cette année de référence, ben, je fais moins 40, moins 50 et moins 60%, et on verra où ce que je vais. Ou alors, il y a une autre solution, c'est prendre l'élément de référence qui est déterminé par le décret. Donc, c'est une formule de calcul hyper complexe que je vous ai affichée là. Donc, si vous voulez vous amuser dans Excel, vous pouvez la rentrer. C'est l'exercice que j'ai fait. Et donc, on considère que les centres aquatiques, en fonction de leur activité, de leur spécificité, ont des consommations différentes. On ne peut pas comparer une piscine Canton d'un centre aquatique. Nous, on dispose d'un bassin nordique couvert à l'année. Donc, évidemment, c'est une surface non couverte, mais le bassin nordique consomme 30% de mon énergie à l'année.
du coup ces données dans la formule de calcul, et ce qui me permet, moi, de fixer des objectifs. Alors, dans ces formules de calcul, là, vous avez les fameuses zones de référence géographiques et vous avez des objectifs en kilowatts par mètre carré. Voilà. Et après, vous rentrez la formule et vous avez votre résultat. Et donc, je me suis amusé à le faire, vous allez le voir par la suite. Alors, comment on va faire? Le premier poste, le plus simple et le plus facile à agir, c'est souvent sur le traitement d'eau. Pourquoi? Parce que deux impacts importants. Vous consommez de l'eau. Les apports d'eau froide, c'est très important dans les centres aquatiques. Et cette eau que vous allez avoir à 12 ou 14 degrés, il va falloir la monter à 27, 28, voire au-delà. Et ça, c'est quotidien. Donc, si vous diminuez votre apport d'eau froide, donc en mettant en place des solutions très simples, par exemple, nous, on s'est rendu compte que les pédiluves étaient fortement consommateurs. On était à 5, 10, 15 mètres cubes certains jours sur les pédiluves. Donc, on a commencé à mettre en place des solutions de comptage sur les pédiluves, on a mis des horloges sur les pédiluves, et donc quand on ferme la piscine entre midi et 2, le pédiluve, il s'éteint. Et après, sur le débit, on était sur des consommations de pédiluves à 300, 500 litres heure, et on est descendu à 150. On a toujours l'apport, il est toujours surchloré, donc du coup, on a eu un impact très important, et ça, c'est très, très simple. La deuxième solution, c'est les fameuses chloramines, le nombre de lavages de filtres. Vous avez un taux de chloramine très important, qu'est-ce qu'on fait? On dilue, on fait du lavage de filtres. Il y a des solutions techniques qui existent, et qui permettent du coup de diviser votre nombre de lavages. Nous, on a mis en place des lampes UV sur le bassin ludique. On était à 3 à 4 lavages par semaine sur le bassin ludique, avec des taux de chloramine à 0,8 ou 1. Et maintenant, on a divisé par 2 notre nombre de lavages. Donc, c'est autant d'apport d'eau froide en moins, donc de l'énergie en chaleur en moins. Deuxième poste super important, le traitement de l'air. On s'y attaque avec méfiance et maîtrise. C'est la plus grosse consommation énergétique de la piscine, mais on doit gérer le chauffage, l'hygrométrie et le confort baigneur. Et donc, nous, on a mis en place depuis 1 an un suivi sur les traitements d'air, et on s'est rendu compte que, par exemple, dans notre établissement, on a une UFMI de 900, et on avait toute la journée, en mode ouverture, l'équivalent de 900 personnes en présence systématique dans la piscine, alors que le matin, quand j'ouvre à 8 heures, j'ai les scolaires qui sont là et j'ai 80 personnes dans le bassin. Et donc, à hauteur de 60 mètres cubes par heure et par personne, on a décidé d'étalonner notre CTA, et donc ce qui nous a permis d'économiser sur les apports d'air extérieur, mais aussi énormément sur les apports électriques. On a diminué notre consommation électrique d'autant grâce à des variateurs de vitesse sur la CTA. Et le dernier petit point, et on a été valorisé par le point, c'est l'éclairage, et donc le fameux plan LED. Donc c'est entre 8 et 9% sur un centre aquatique l'éclairage. Donc on a optimisé le plan LED, et en plus on en a profité pour ajouter des petites animations, c'était sympathique. Donc, je vous ai mis le plan de l'Aquatis. Donc, 7 bassins, 4000 m² en surface chaume, 220 000 entrées par an. On devrait être la piscine la plus énergivore parce que par structure, on a des animations, des rivières rapides, des doubles toboggans, enfin voilà, au sauna, même jacuzzi, le bassin ouvert en extérieur exposé au vent. Donc, on devrait être normalement le centre aquatique le plus compliqué à gérer en termes d'économie d'énergie. Et donc, voilà les résultats qu'on a mis en place. Donc, à partir de 2013, on a recruté un responsable technique. Et donc, nous, le plan énergie, il a commencé en 2013. Donc, vous voyez que sur l'électricité, par exemple, on était à 1,6 giga. Et maintenant, on est à 880. Et cette année, on s'est fixé comme objectif de 850 mégawatts par an. Donc, on en est à moins 47 et on va atteindre les moins 50% cette année sur la consommation énergique totale en électricité. Sur le gaz, on avait des problématiques de bois, de qualité de bois, de réglage de chaudière. Vous voyez les évolutions de consommation de gaz. Donc, le gaz, c'est l'émission de CO2. Moins 84% sur les consommations de gaz. Sur l'eau, pareil, 28 000 m3 par an. On est descendu aux alentours de 14 000, 15 000. On a eu un petit souci en 2024. On a une fuite suite au remplacement par le service de l'eau du compteur. Et donc, du coup, il y a une fuite qui s'est retrouvée sur la fin de l'année. Donc, on a consommé quelques mètres cubes en plus. Donc, on va redescendre à 15 000. Et sur le bois plus gaz, donc c'est la chaleur totale globale. On est quand même, avec les fameuses données climatiques, on a baissé notre consommation de chauffage de 30% en 10 ans. Ce qui fait, si on parle en euros, on est à 2,37 millions d'euros d'économie depuis le plan. Et à l'heure actuelle, on a mis 125 000 euros d'investissement en matériel. Par contre, on a fait énormément de travail en interne. Moi, j'utilise un mot, on a fait fonctionner notre cerveau et nos opérations. On s'interroge tous les jours sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer. Voilà les résultats. Évidemment, pour y arriver, nous, tous les jours, depuis 10 ans, on fait le relevé de tous les compteurs tous les jours. Moi, j'arrive le matin, je bois mon café, je descends au sous-sol et on fait le relevé. Et on a rajouté des compteurs partout.
Et donc, du coup, voilà le résultat. On est à 35 litres jour baigneur pour un centre aquatique avec 7 bassins et plus de 220 000 entrées par an. On est à 72 litres, tout compris, vidange comprise. Notre objectif, c'est 30 litres et moins de 70 litres à l'année. Les ratios en électricité, on est à 627 en mètre carré bassin. En chaleur, on est à 2003. On veut passer sous les 2000. Et en énergie, voilà. Donc, voilà à peu près des éléments de référence. Et on a établi aussi un bilan carbone. On est à 10 kg de carbone par an, par passage. Voilà. Donc, les objectifs du décret tertiaire, voilà. Donc, je vous ai mis les deux tableaux. L'objectif avec l'année de référence qui est pour nous 2011. Et donc, si j'applique la formule toute simple, moins 40, moins 50, moins 60, l'objectif final pour nous, c'est clair, il est inatteignable parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on arrête de chauffer les bassins. Donc, par structure et par nature, on ne peut pas atteindre ces objectifs-là, alors qu'on a appliqué la règle de calcul et donc, du coup, on y est quasiment proche parce que, du coup, on est spécifique. Comme je vous disais, on a le bassin extérieur. Et donc, nous, il nous manque 200 mégawatts. Et dans 200 mégawatts, on atteint les objectifs de 2050. Voilà. Donc, comme quoi, c'est faisable. Je vous ai mis l'évolution du CO2 par an. Vous avez évidemment les petites pointes en vert qui sont l'année Covid. Hein. On est à 100 000 entrées, donc évidemment, le ratio, il n'est pas bon. Voilà. Donc, on en est là sur le CO2. On est uniquement 7% de l'énergie consommée vient de l'énergie fossile à l'Aquatis. On est à 95% de la fourniture d'énergie de chaleur par le bois en biomasse. Voilà. Donc, on a optimisé notre chaudière biomasse par plein de sujets. Donc, à long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on investit dans des technologies. Maintenant, les derniers pouillèmes à aller chercher, je vais être obligé de basculer sur le deuxième principe de Pareto. C'est-à-dire qu'il va falloir que maintenant, on sorte le carnet de chèques pour aller chercher les derniers kilowatts. Voilà. Donc, on investit dans des technologies. Est-ce qu'on réfléchit sur la rénovation structurelle du bâtiment? Est-ce qu'on touche à l'enveloppe ou pas? Et est-ce qu'on se questionne aussi sur les sources d'énergie renouvelable? La démarche, elle est simple. On commence d'abord par économiser au maximum et après, on va chercher des solutions renouvelables. Souvent, c'est l'inverse qui se fait. Ce n'est pas la bonne démarche. Donc, on a un projet de photovoltaïque de 800 mètres carrés de surface photovoltaïque sur les parkings ou en pelouse devant. Donc, évidemment, en parking, c'est 2 fois plus cher parce qu'il y a le prix des ombrières. On est sur des retours sur investissement entre 7 et 12 ans. Il nous faut 500 000 €, voilà, sur le photovoltaïque. On réfléchit sur la réutilisation des eaux usées, le fameux décret sur la réhute. Donc, j'avais déjà mis en place une solution en 2011 dans un autre établissement où les débits de fuite, on les déchlorait de façon naturelle et on arrosait les jardins avec. Voilà, et on enlevait la taxe assainissement. Du coup, nous, sur l'Aquatis, on a un bassin d'incendie et on s'est rendu compte qu'il est alimenté en hiver par l'eau pluviale. Hein, mais dès qu'on est en période de sécheresse, là, actuellement, on va passer en décret sécheresse. Donc, il n'y a plus de pluie. Et c'est nous qui l'alimentons à partir de notre compteur d'eau. Et on est dans l'obligation d'avoir le niveau du bassin incendie dans la ville. Donc, le projet, c'est cette année que je vais soumettre à l'ARS, c'est d'alimenter cette réserve incendie par les eaux de pédiluve. Voilà. Et le dernier projet, c'est de faire un appoint de chaleur l'été sur le bassin ludique 410 m², qui consomme le plus d'énergie de chaleur, même l'été. Je suis entre 1 méga et 1,5 MW, je l'ai calculé, on a des compteurs. Et donc, du coup, on est en train de se positionner pour des capteurs solaires haut rendement à tube sous vide. Les prix ont très baissé sur le sujet. Et donc, c'est le dernier projet qu'on va mettre en œuvre pour aller chercher les fameux 200 mégawatts qui restent. Voilà, je suis disponible à vos questions sur le chat. Et puis, pour ceux qui veulent prendre contact avec moi ou lire mes articles sur LinkedIn, je serai à votre disposition. Super. Écoute, merci Nicolas pour cet exposé. Alors, on a fait un petit sondage. On a demandé aux collectivités présentes lors de ce petit webinaire, la Pistoche, si elles avaient entamé leur démarche pour répondre aux exigences du décret tertiaire. Et on a eu 100% de réponses négatives. Donc, ça montre que le chemin est encore un petit peu long. Je sais que Nicolas, toi, tu n'es pas avare de conseils et de transmission de bonnes pratiques. N'hésitez pas, si vous êtes une collectivité et que vous êtes intéressé par les travaux de Nicolas et les démarches, de le contacter. Peut-être que Nicolas, tu peux mettre tes coordonnées dans le chat pour que tu puisses éventuellement guider. Je sais que tu te balades souvent pour rencontrer tes homologues dans d'autres piscines. Donc, si certains d'entre vous souhaitaient contacter Nicolas, n'hésitez pas, parce que je pense qu'il est quand même bien en avance par rapport à beaucoup de directeurs de piscine.
Merci Arnaud. On a reçu cette année 7 collectivités qui sont venues visiter justement parce que du coup, nous, on affiche nos résultats. Et la démarche du label aussi, elle est dans ce cadre-là. Et donc, on a eu à peu près 7 collectivités qui sont venues sur site visiter. Donc, on se dégage soit une demi-journée, voire une journée complète avec mon responsable technique. Donc, on a tous les éléments, on a les présentations et on a surtout le droit de communiquer sur tous nos chiffres. Et j'interviens aussi de temps en temps. J'ai des collectivités qui m'invitent. Là, cette semaine, je suis passé à Niort, là, sur faire une présentation sur l'optimisation du traitement d'eau. Je suis allé sur le budget aussi, faire des choses. Donc, et je participe évidemment à toutes les présentations, à tous les colloques PDD. Et comme je dis, je publie quasiment maintenant un article toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et donc, du coup, mon objectif étant justement de démontrer qu'on peut y arriver et donc donner les bonnes pratiques sans forcément partir sur des investissements importants et des changements très importants. Alors, on a eu quelques questions qui ont été posées sur le chat. Donc, je vous propose de les lire. Et puis, Nicolas ou d'autres participants, n'hésitez pas si vous avez des réponses à apporter en levant la main et en vous donnant la parole. Donc, il y a une question de Thierry Dozer qui nous demande quel est l'impact sur la consommation d'eau et d'énergie de la mise en place d'une couverture thermique sur un équipement aquatique. Alors, je ne sais pas si… J'ai la réponse si ça t'intéresse. Nicolas, j'ai fait un article de 80 pages sur le sujet. Donc, voilà. Alors, Nicolas, si tu peux nous en dire 2 mots. Donc, il y a 2 sujets. Il y a les bassins nordiques externes et les bassins intérieurs. Voilà. Donc, moi, j'ai la chance, comme je vous dis, d'avoir des compteurs. Donc, je compte tout. Donc, j'évalue l'évaporation. Donc, je sais combien de mètres cubes par surface j'évapore par jour. Cette eau-là, évidemment, je la remplace avec l'eau froide. Donc, c'est un coût énergétique. Voilà. Donc, sur le bassin nordique en extérieur, voilà, ma consommation moyenne annuelle est 3 MW quand le bassin il est bâché. Quand il est débâché, on peut monter à 7 MW jusqu'à 8 MW par jour. Donc, le critère, ce n'est pas la température extérieure, c'est le vent, en fait. C'est le coefficient d'évaporation par le vent. Voilà. Donc, vous pouvez doubler votre consommation d'énergie si vous ne bâchez pas votre bassin. Et donc, nous, évidemment, on le bâchait. Quand on avait du vent au-delà de 30 km/h, la bâche, on ne pouvait pas la mettre parce qu'elle s'envolait. Donc, on a mis en place un système pour maintenir la bâche avec le vent. Et dans la journée, on a même été jusqu'à là, c'est-à-dire qu'on ouvre le nordique de midi à 14 et on le rouvre à 17. Et donc, on rebâche l'après-midi et on a pu évaluer l'impact de la baisse des évaporations, donc de la perte énergétique. Et donc, le ratio, une bâche, c'est 25 000. Avec le système, ça fait 50 000 euros. Vous faites votre calcul, vous regardez votre coût de mètre cube eau, le coût d'énergie, et vous regardez dans combien de temps vous amortissez le système. Sur les bassins intérieurs, c'est complètement différent. Évidemment, le coefficient d'évaporation est différent parce que vous êtes à 27 dans l'eau, 27 dans l'air. L'hygrométrie à 70%, donc vous évaporez moins. Et donc après, moi, les collègues de Locminé sont venus hier. Ils m'ont posé la question de la couverture. Je leur ai dit, combien va vous coûter votre couverture en intérieur et combien vous allez économiser. Donc, charge à vous de voir si ça vaut le coup en intérieur de mettre ou pas la bâche. Donc, c'est le prix de la bâche qui fait la différence. Et c'est aussi, est-ce qu'il y a un intérêt à baisser la CTA la nuit, sachant qu'on doit toujours traiter l'hygrométrie. Donc, si vous couvrez le bassin intérieur, vous évaporez moins la nuit, donc vous pouvez baisser votre CTA, tout en faisant attention à la préservation du bâtiment, parce qu'il faut éviter le point de rosée en intérieur. Donc, en fait, ça, c'est très, 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 très individuel. Donc, il y a des bureaux d'études qui font l'étude, mais déjà, une première approche dans cet ordre-là peut vous dire, par exemple, je consomme 10 mètres cubes par jour en évaporation, mon mètre cube, il est à 14 € le mètre cube, combien ça fait sur l'année? Si je mets la bâche, je fais combien? Je fais une règle de 3. Est-ce que ça vaut le coup? Je l'amortis, je ne l'amortis pas. Voilà une partie de la réponse. Super, plutôt complète. Merci, Nicolas. Il y avait une autre question. Alors, on est presque à midi, donc on va encore en poser une ou deux. Le risque du décret tertiaire. Les risques, c'est simple. Donc, il y a une amende financière. Alors, elle est faiblement incitative, à 1 500 € d'amende par bâtiment et 7 500 € pour les personnes morales. Donc, une collectivité peut être condamnée à 7 500 € par an pour non-respect du décret tertiaire. Et il y a le deuxième acte qui est le name shame. Donc, c'est normalement sur la plateforme du gouvernement. On pourra vous dénoncer, vous dire que vous êtes des mauvais élèves. Donc, vous, du coup, voilà. Mais quand je vois les impacts financiers qu'on a sur les économies d'énergie en kilowatts, comme je vous ai dit, 2 millions d'euros d'économies en 10 ans, moi, ce n'est pas l'amende qui m'a incité. C'est le directeur des affaires financières qui m'a dit « Nicolas, tu continues ». Donc, effectivement, c'est une obligation. Chaque équipement doit s'y mettre. Pourtant, les pénalités ne sont pas démentielles. Donc, il faut vraiment s'attacher à l'intérêt collectif que représente cette démarche pour les impôts. Finalement, l'idée, c'est de payer moins d'impôts et de diminuer le déficit de l'équipement public.
Anthony disait le coût moyen, donc l'étude de l'OFGL en 2019, c'était 9 euros, entre 9 et 10 euros le coût moyen entrée. Comme le dit Anthony, on est monté à 14 avec la crise énergétique. Voilà. Et donc, pour votre équilibre financier, plus vous allez baisser vos consommations, plus vous allez baisser votre charge financière. Et derrière, si vous optimisez avec des animations et des choses, du coup, cet équilibre-là financier, il se réduit. Pour vous donner toujours une idée de chiffre, hein, l'Aquatis, vous avez l'énorme centre que j'ai. Nous, on a 8,90 € en coût par passage, en coût brut. Voilà. Donc, on est en dessous de la moyenne de l'OFGL de 2019, avec tout ce qu'on a, parce qu'on a mis en place plein de choses. Mmh. Est-ce que, puisque Nicolas, tu es quand même un peu expérimenté là-dessus, est-ce que tu as bénéficié d'aides financières ou est-ce que tu as quelques conseils ou quelques tips à nous donner ou à donner aux collectivités qui sont présentes lors de ce webinaire d'aide financière dans la démarche du décret tertiaire? Alors, il y a donc les fameuses fiches CD2E qui sont réactualisées tous les ans. Donc, on a réisolé, par exemple, la boucle de chauffage en interne à 0 €. Sur les capteurs, on a eu 10 ou 15 ou 20% d'aide pour la mise en place de télérelevés et de capteurs, mais ces sources, elles s'amenuisent. Donc, ça, voilà. On a eu un petit peu d'aide par le fonds chaleur. Mais le problème, c'est que les crédits de l'État, ils vont diminuer. Est-ce que vous êtes au courant? À ce qu'il paraît, c'est compliqué de faire le budget 2026. Donc, toutes ces aides-là, elles vont diminuer. Donc, ça peut être incitatif, mais moi, je m'attends à pas grand-chose. Par exemple, sur les projets que je propose là, sur 50 000, 100 000 euros, si j'ai 10 000 euros d'aide, je serais super content et je ne suis pas sûr de les avoir. Et alors, dernière question avant de libérer tout le monde, parce on a déjà dépassé midi. Nicolas, tout à l'heure, tu parlais de ton assiduité de ta venue quasiment systématique aux événements de la piscine de demain. En quoi la piscine de demain a pu t'aider dans ta démarche du décret tertiaire et dans l'optimisation de tes process et éventuellement dans l'amélioration de l'attractivité de ton équipement aquatique? Alors, je vais redire toujours la même chose. Je fais mon marché à PDD. Donc, je suis allé sur quasiment tous les réseaux professionnels et sur tous les salons. La force de PDD, c'est que c'est le nombre d'entreprises présentes. C'est toute la chaîne de valeur, de la conception jusqu'au dernier petit outil. Donc, moi, j'arrive avec mes problématiques. Je discute avec tous les stands, je fais le tour de tous les stands et je regarde avec qu'est-ce que les professionnels peuvent me proposer, voire même on est en processus de co-construction. C'est-à-dire que j'ai certaines entreprises avec qui on travaille maintenant main dans la main. On va signer des conventions de partenariat avec des entreprises, collectivités et entreprises pour développer des outils en commun pour aller chercher justement ces fameux pouillèmes qui manquent. Et donc, du coup, on co-construit des outils à l'intérêt de la collectivité, mais aussi à l'intérêt du réseau. Donc, voilà pourquoi moi, je continue à aller faire tous les savons de PDD, parce que, évidemment, en dehors de la convivialité et de rencontrer l'équipe, c'est aussi de partager les bonnes infos. Moi, je suis allé chercher toutes les petites astuces des directeurs des piscines des années 80-90 qui avaient mis en place les bonnes pratiques chez eux, justement. Ils m'ont dit, tiens, tu fais ci, tiens, tu fais ça. Moi, j'ai fait ci. Donc, du coup, entre nous aussi, on peut s'échanger nos bonnes pratiques, dont l'intérêt maintenant de la plateforme des bonnes pratiques. Et d'ailleurs, tu en as déposé plusieurs. Ah ouais, je me limite parce que je me limite pour pas que ce soit tout le temps Nicolas Foll, mais j'en ai autant que vous voulez. Continue. Parfait. Écoutez, je profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Nicolas. Donc, merci pour ces louanges. La piscine Demain organise 2 colloques nationaux en 2025, les 2 prochains en 2025. Après celui qui s'est déroulé à Valence il y a quelques semaines, nous avons donc 2 dates à vous proposer pour des colloques nationaux. Le 14 octobre 2025, nous organiserons donc un colloque national à Chartres. Donc, ça sera la 32e édition. Et ensuite, nous aurons, pour terminer l'année 2025, le 4 décembre, la 33e édition des colloques nationaux de la piscine de demain à Mérignac, pas très loin de Bordeaux. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site internet de la piscine de demain. Et bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Merci pour la participation. Merci pour les questions. Merci pour la réponse au sondage. Et puis, écoutez, très bon week-end à vous. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain rendez-vous de la Pistoche ou un autre événement de la piscine de demain. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Merci à tous. Merci. Bye bye.